Dans un pays où les coupures d'électricité rythment chaque soirée, des convois de machines lourdes surgissent désormais à l'aube, brisant une routine faite de silence et de bougies. Alors que moins d'un quart de la population dispose d'un courant réellement stable, ces colonnes escortées se répètent sur les routes poussiéreuses, dessinant un motif que personne n'avait anticipé. Que révèlent vraiment ces mouvements discrets pour l'avenir énergétique du Burkina Faso et pour ceux qui observent à distance ou de près les choix d'Ibrahim Traoré? À la lisière de l'ombre, une promesse encore fragile se forme. Les convois observés ces dernières semaines ne constituent pas seulement une anomalie logistique. Ils redéfinissent l'horizon d'un pays longtemps structuré par la pénurie et la débrouille. Au cœur de cette situation émerge une promesse précise, celle d'un passage possible d'un système fragile vers une trajectoire capable d'offrir enfin une stabilité mesurable au quotidien, une perspective qui transforme immédiatement la manière de lire chaque signal. L'enjeu dépasse la simple amélioration technique. Il touche les hôpitaux tributaires de générateurs peu fiables, les petites entreprises contraintes de réduire leurs horaires, les villages dont la vie sociale s'arrête au crépuscule. Si les mouvements actuels annoncent réellement une phase préparatoire de grande ampleur, alors les mois à venir pourraient marquer un tournant décisif pour des millions de personnes. Et c'est ici qu'un détail suscite l'attention. Pourquoi ces opérations se déroulent-elles sans communication officielle, alors que le pays annonce habituellement chaque projet énergétique, même modeste? Ce silence crée une tension inédite et ouvre une question suspendue. Et si ces signaux étaient le premier étage d'une transformation plus profonde qu'on ne l'imaginait? Les premiers éléments concrets apparaissent presque à la même minute. En l'espace d'une seule semaine, plus de 12 convois lourds sont filmés à l'aube et au crépuscule, révélant un schéma régulier qui tranche avec l'immobilité énergétique habituelle. Ce dévoilement progressif met immédiatement en lumière un écart structurel. Alors que moins d'un quart de la population dispose d'une alimentation électrique stable, la répétition des mouvements logistiques suggère un changement de profondeur et non un simple ajustement technique. Ce contraste alimente la curiosité de ceux qui vivent au plus près de la crise. Dans un pays où les générateurs rythment les journées, où les ateliers s'interrompent brusquement et où les hôpitaux doivent improviser des systèmes de secours pour préserver la continuité des soins, chaque convoi devient un message ambigu. Les habitants observent, filment, comparent, cherchant à comprendre pourquoi des machines inhabituelles se dirigent vers des zones soudain restreintes, sans explication publique ni annonce institutionnelle. Le silence des autorités n'atténue pas les spéculations, il les intensifie. La circulation rapide des vidéos transforme ces fragments en matériaux d'analyse. Les trajets escortés, l'absence de marquage visible, la fermeture temporaire de routes secondaires donnent au mouvement un caractère plus stratégique que civil. À mesure que les témoignages s'agrègent, une hypothèse s'impose. Si ces actions s'inscrivent réellement dans la continuité des accords énergétiques conclus en 2023 puis consolidés en 2025, alors la trajectoire du Burkina Faso pourrait évoluer plus vite qu'attendu. C'est dans ce cadre que les observateurs évoquent naturellement Ibrahim Traoré, dont les prises de position sur la souveraineté technologique servent désormais de grille d'interprétation. Ces déclarations, ces silences et ces choix publics redessinent les attentes autour de ces mouvements. Ainsi, le pays se retrouve face à un double phénomène: la persistance d'une crise structurelle et l'émergence d'un motif logistique cohérent. L'un explique la vigilance quotidienne, l'autre nourrit l'idée qu'un basculement énergétique, encore incertain, pourrait être en préparation. Entre ces deux pôles se forme une tension nouvelle portée par ce que les citoyens voient
Et ce qu'il ne voit pas encore, un technicien d'un quartier de Ouagadougou devient l'un des premiers témoins capables de décrire ce qui, pour beaucoup, n'était encore qu'une rumeur floue. Il raconte avoir vu, à l'aube, un convoi avancer lentement, escorté, tandis que des agents sécurisaient brièvement la rue avant son passage. Le bruit sourd des remorques, la précision du dispositif et la brièveté de l'interruption routière ont immédiatement éveillé son attention. Pour lui, ce moment n'avait rien d'un simple transport destiné aux réparations habituelles. Il ressemblait davantage à une opération méthodiquement chorégraphiée. Plus loin, une commerçante d'une zone périphérique apporte une autre pièce au tableau. Elle décrit une ligne de conteneurs se déplaçant au crépuscule, silencieuse, scellée, sans marquage visible, suivie par quelques véhicules aux vitres opaques. Depuis des années, les coupures interrompent ces journées sans prévenir, rendant chaque activité incertaine. L'apparition de ces convois n'a pas seulement suscité la curiosité, elle a entretenu un sentiment d'espoir prudent, la possibilité qu'un pays habitué aux pannes puisse entrevoir une forme de stabilité. Ces récits, mis bout à bout, indiquent une transformation de la perception collective. Les habitants ne voient pas encore de résultats concrets, mais ils perçoivent le glissement d'un statu quo figé vers un mouvement plus organisé. Ce changement d'atmosphère constitue un signal précoce. Les premières réactions émergent non pas des institutions, mais de ceux qui subissent directement la fragilité du réseau. Et c'est à travers leurs yeux que se dessine une vérité simple. Quand l'environnement bouge, même discrètement, la population en ressent instantanément la portée. Avant les premiers convois, le pays vivait un quotidien prévisible, rythmé par les coupures et les réparations improvisées. Après leur apparition, une dynamique nouvelle s'impose, rapide, répétitive, presque mécanique. Les habitants constatent d'abord quelques passages isolés, puis la fréquence augmente légèrement, assez pour que les réseaux sociaux transforment de simples observations locales en une séquence nationale. Le récit change, les attentes aussi. La séquence s'ouvre par une phase d'activation. Les premiers véhicules surgissent à l'aube, lourds, escortés, discrets, sans explication officielle. Ils roulent lentement, comme si chaque minute devait s'ajuster à une procédure stricte. Les témoins films publient, commentent, les images reviennent de plusieurs quartiers, parfois à quelques heures d'intervalle. Ce n'est plus un événement isolé, une cadence se forme. Les autorités restent silencieuses. Cette absence de discours nourrit la curiosité. Elle crée un espace où l'observation devient le seul repère. Ibrahim Traoré entre dans le champ d'analyse non par une déclaration directe, mais par l'écho de ses positions publiques sur la souveraineté technologique. Ces mots passés deviennent un filtre pour lire le présent. Ces silences amplifient la portée des convois. Vient ensuite une phase de montée en intensité, proche d'un point culminant. Les passages deviennent plus visibles. Les périmètres se renforcent autour de sites auparavant ordinaires. Des portails se scellent, des zones restreintes apparaissent, des matériaux entrent sans en ressortir. Les convois prennent des trajets inhabituels, parfois de nuit, parfois en pleine lumière, mais toujours escortés. Les témoins remarquent une précision nouvelle, route brièvement fermée, agents coordonnés, mouvements rapides, la tension croît, les vidéos se multiplient, les hypothèses aussi, les liens avec les accords énergétiques de 2023 puis de 2025 émergent presque naturellement. Les analystes régionaux parlent désormais de préparation lourde, un terme rare dans le débat burkinabé. Les partenaires extérieurs scrutent chaque indice. Les fondations, les fondations aperçues sur certaines images satellites, encore évoquées de manière prudente,
renforce l'idée d'un projet qui dépasse l'échelle des réparations ordinaires. Ce moment devient un point haut. La perception publique bascule, passant de la simple observation à la suspicion méthodique. Enfin, une phase de répercussion s'installe comme une résonance après le pic d'intensité. Après cette montée, les discussions changent de ton. Les habitants ne se contentent plus de décrire ce qu'ils voient. Ils tentent de comprendre ce que cela implique. Les commerçants imaginent des journées sans coupure prolongée. Les ateliers espèrent une continuité de travail. Les services publics évaluent les conséquences possibles d'une stabilisation progressive. La lecture géopolitique s'intensifie. Certains gouvernements interprètent les signaux comme un repositionnement stratégique possible dans le Sahel. Les voisins observent les mouvements avec prudence. Les diplomates redoublent d'analyse. Ibrahim Traoré, encore une fois, devient une figure clé pour comprendre la direction implicite. Ses priorités affichées donnent cohérence à une séquence qui, sans elle, resterait énigmatique. La séquence complète, activation, montée, puis répercussion, ne produit pas de réponse définitive. Elle modifie toutefois l'horizon d'un pays habitué à l'immobilité énergétique. Elle crée une attente. Elle installe un suspense structuré. Elle transforme des signaux fragmentés en un fil narratif continu, visible, presque inévitable. La crise énergétique qui façonne depuis des années la vie burkinabé repose sur un socle mesurable, identifiable et surtout stable dans sa faiblesse. Moins d'un quart de la population bénéficie d'une alimentation électrique réellement fiable, un seuil qui illustre la profondeur structurelle de la pénurie. Cette proportion décrit un déséquilibre durable entravant toute continuité d'activité essentielle. Cette situation de départ explique pourquoi chaque signe de mouvement attire autant l'attention. Lorsque la majorité du pays vit dans l'incertitude énergétique, le moindre changement de rythme devient un indice potentiellement significatif. À cette base fragile s'ajoute un second repère tout aussi déterminant. 3 citoyens sur 4 dépendent encore de solutions précaires, souvent improvisées, incapables d'assurer la stabilité minimale qu'exigent les hôpitaux, les ateliers, les écoles ou les services administratifs. Cette dépendance résume un quotidien contraint où la survie prime sur tout développement durable. Le pays évolue donc dans un environnement où le déficit énergétique n'est pas ponctuel mais systémique. Les témoignages rapportés par les habitants ne font que superposer des preuves visuelles à une réalité déjà documentée. Sans infrastructure solide, la moindre panne se propage comme une onde. C'est dans cette situation de départ sévère qu'apparaît la première variation significative observable non dans les annonces officielles, mais dans les faits capturés par les habitants. Plus de 12 convois lourds sont identifiés en une seule semaine, un volume inhabituel dans l'histoire récente du réseau électrique. Ce chiffre signale une intensité logistique dépassant largement les pratiques habituelles du secteur. Cette variation ne suffit pas à prouver la nature exacte des travaux, mais elle marque une rupture mesurable par rapport aux rythmes antérieurs, généralement limités à des interventions locales, sporadiques, souvent visibles plusieurs semaines à l'avance. La séquence enregistrée n'a rien d'un hasard. Plusieurs vidéos montrent des passages successifs dans des créneaux atypiques, escortés, silencieux, orientés vers des zones restreintes apparues récemment. La répétition crée un motif. Le motif crée une hypothèse. L'hypothèse ouvre un champ d'interprétation. Si l'on agrège les données, accès limité, dépendance massive et cadence logistique soutenue, un faisceau cohérent se dessine. Le pays semble engager une transition d'un modèle de gestion de crise vers une logique de préparation. La façon de passer de cette situation de départ à ces variations devient ici centrale. La situation de départ. Un réseau fragile, un accès instable, une dépendance aux solutions temporaires,
une économie freinée par les coupures. La variation, une montée en intensité des convois, une organisation plus stricte des trajets, des zones scellées, des fondations évoquées dans certaines analyses régionales. Rien n'indique encore une transformation achevée, mais chaque variation mesurable rapproche la situation d'un pivot possible. Les analystes observent une trajectoire progressive. Faible point de départ, répétition des signaux, alignement temporel avec des accords énergétiques préexistants. Ainsi, les données ne proposent pas une certitude. Elles décrivent un mouvement. Elles ne révèlent pas une conclusion. Elles tracent une direction. Elles ne prouvent pas un projet. Elles exposent une cohérence. Dans cette accumulation de mesures, d'écarts et d'indices, le pays paraît holté non plus par fragments isolés, mais par séquences qui s'additionnent, forment un motif et laissent entrevoir un changement énergétique plus proche qu'il n'y paraît. Les partisans de la transformation énergétique avancent un premier argument solide. La répétition des convois lourds, escortés et silencieux révèle un tournant logistique impossible à associer aux interventions mineures habituellement annoncées. Les vidéos filmées à différents moments de la journée montrent une cohérence inédite dans l'organisation, une cadence suffisamment régulière pour indiquer un travail préparatoire d'envergure. Pour eux, le pays observe les prémices d'une transition, lente mais réelle, vers une infrastructure énergétique plus robuste. Ce raisonnement repose sur les faits visibles, non sur les spéculations. Leur second argument se concentre sur les zones scellées et les périmètres renforcés. Plusieurs sites autrefois ordinaires semblent avoir été restructurés, sécurisés, parfois étendus. Cette évolution dépasse les besoins habituels d'une simple maintenance. Les partisans y voient un signe supplémentaire d'un projet aligné avec les accords énergétiques déjà cités, un chantier structuré avançant volontairement dans une discrétion contrôlée. L'ensemble trace un schéma cohérent. Face à cette lecture optimiste, les sceptiques répondent avec deux objections majeures. La première touche au silence complet des autorités. Dans un pays où chaque avancée énergétique est habituellement annoncée, comment expliquer l'absence de communication? Pour eux, ce vide amplifie l'incertitude, nourrit la méfiance et ouvre la porte à des interprétations divergentes. La seconde objection concerne l'ambiguïté géopolitique. Certains matériaux proviendraient de routes indirectes, des ingénieurs étrangers auraient été aperçus près de zones restreintes. Des analyses internationales évoquent des fondations inhabituelles. Ces éléments soulèvent des questions plutôt qu'ils n'apportent des réponses. Pour répondre à ces objections, il faut revenir strictement aux données observables. Le silence gouvernemental ne contredit pas nécessairement l'existence d'une stratégie de protection face aux pressions extérieures, mentionnées dans plusieurs analyses. Les signaux géopolitiques, quant à eux, restent descriptifs. Ils n'indiquent ni intention militaire ni dérive technologique. Ce qui demeure concret, en revanche, c'est la cadence des convois, la modification visible de certains sites et l'alignement temporel avec des accords déjà documentés. Ces indices ne valident pas une conclusion, mais ils soutiennent l'idée d'une trajectoire méthodique perceptible malgré les zones d'ombre. Les images satellites mentionnées dans certains cercles diplomatiques montrent des clairières nouvelles, des tracés géométriques et des périmètres renforcés qui ne correspondent à aucun projet solaire, thermique ou hydroélectrique annoncé. Ces éléments ne constituent pas d'une preuve, mais ils forment un ensemble suffisamment cohérent pour transformer les impressions dispersées en un schéma lisible. Le langage utilisé par les commentateurs régionaux change alors. Les mots préparatifs, phase préalable ou réalignement stratégique apparaissent avec une fréquence nouvelle. Dans ce glissement d'interprétation, la figure d'Ibrahim Traoré s'impose comme un point d'ancrage.
Ces prises de position en faveur de la souveraineté énergétique, sans confirmer les rumeurs, donnent une structure implicite à la lecture des événements. Son silence calculé devient un paramètre aussi important que les convois. Il oriente la façon dont observateurs et citoyens évaluent la portée des signaux disponibles. À l'intérieur du pays, la perception se transforme rapidement. Les habitants qui filment les convois y voient désormais plus qu'un simple mouvement logistique. Ils y lisent une possibilité tangible de stabilisation. Dans cette atmosphère tendue, chaque indice supplémentaire fonctionne comme un accélérateur de curiosité, consolidant l'idée qu'un tournant majeur pourrait être en cours, même s'il demeure invisible dans les annonces officielles. Les mouvements observés ces derniers mois redéfinissent déjà les perspectives internes, bien avant toute confirmation institutionnelle. Les citoyens qui vivent depuis des années sous le poids des pannes perçoivent dans ces convois une rupture du cycle habituel, une infime mais réelle ouverture dans un paysage saturé d'incertitudes. Au niveau national, les premiers signes d'une amélioration de la situation énergétique se manifestent. Le pays, longtemps structuré par la pénurie, voit apparaître une possibilité nouvelle, celle d'un réseau moins imprévisible. Les hôpitaux imaginent une dépendance réduite aux générateurs, condition indispensable pour sécuriser les soins critiques. Les écoles rurales, souvent plongées dans l'obscurité après le crépuscule, projettent une organisation plus stable, permettant d'étendre les horaires ou de diversifier les activités éducatives. Les services administratifs, quant à eux, anticipent une planification moins fragile. Cette transformation potentielle reste spéculative, mais elle modifie déjà la manière dont la population lit les signaux. Les entreprises ressentent l'impact direct de cette transition énergétique, notamment sur leur productivité. Les entreprises ressentent immédiatement l'impact psychologique d'un changement perçu comme concret. Les ateliers, les boulangeries, les petits commerces, tous dépendant d'une électricité continue, voient dans les convois la possibilité d'une réduction des arrêts forcés. Une alimentation plus régulière permettrait d'améliorer la productivité, de limiter les pertes matérielles et d'augmenter les marges opérationnelles. Les zones urbaines où les coupures ont un coût direct scrutent les mouvements avec un intérêt redoublé. Même sans données officielles, le simple fait que les convois existent suffit à changer les anticipations économiques. Les partenaires extérieurs suivent ces évolutions avec attention, scrutant les implications géopolitiques. Les partenaires extérieurs interprètent les mêmes signaux avec une intensité différente. Certains gouvernements occidentaux voient dans les nouvelles fondations et les périmètres renforcés un indice d'évolution stratégique susceptible de modifier l'équilibre régional. Les analystes américains évoquent un possible rééquilibrage du Sahel si le Burkina Faso parvient à stabiliser durablement son réseau. Cette lecture produit une onde d'inquiétude diffuse alimentée par le silence prolongé des autorités burkinabées. Dans cette atmosphère, la figure d'Ibrahim Traoré devient un repère essentiel. Ses positions sur la souveraineté offrent une clé de lecture aux observateurs qui relie ses choix aux mouvements visibles sur le terrain. Les pays voisins commencent à envisager les conséquences régionales de cette transition. Les pays du Sahel, particulièrement le Mali et le Niger, perçoivent l'évolution comme une opportunité potentielle. Un Burkina Faso énergétiquement plus stable pourrait renforcer un bloc autonome, moins dépendant des infrastructures extérieures. D'autres voisins, comme le Ghana ou la Côte d'Ivoire, se montrent plus prudents. La perspective d'un pays enclavé devenant un pôle énergétique émerge soulève des interrogations. Cette diversité de réactions illustre l'ampleur des répercussions régionales, bien au-delà des convois eux-mêmes. Dans ces quatre dimensions, une constante émerge. Aucun élément isolé ne détermine l'avenir, mais l'ensemble des signaux façonne une dynamique cohérente. Et cette dynamique
Porté par les mouvements observés et les attentes liées aux décisions d'Ibrahim Traoré, redéfinit déjà la manière dont chacun imagine les mois à venir. Les mois à venir s'organisent autour de trois trajectoires possibles, chacune dépendant non seulement du rythme des convois, mais aussi de la manière dont le pays gère la tension entre attentes citoyennes, silence institutionnel et pressions extérieures. Rien n'est assuré. Tout se joue dans les nuances. Si la situation reste stable, le pays continuera de renforcer progressivement ses infrastructures. Si la cadence actuelle se maintient sans accélération visible, le Burkina Faso pourrait entrer dans une phase de renforcement progressif. Les zones restreintes continueraient de s'étendre par étapes, les fondations se stabiliseraient discrètement et les convois poursuivraient leur passage régulier. Les partenaires étrangers observeraient cette évolution avec prudence, privilégiant des analyses internes plutôt que des déclarations publiques. Les habitants, eux, interpréteraient chaque mouvement comme une confirmation implicite d'un projet d'envergure, sans pour autant entrevoir des améliorations tangibles à court terme. Le pays avancerait, mais lentement par couches successives. Dans un scénario plus optimiste, les effets positifs de cette stabilisation seraient visibles plus rapidement. Dans cette variante, la montée d'intensité observée se traduit par des effets mesurables sur le réseau. Certaines zones urbaines verraient une diminution des coupures. Les hôpitaux réduiraient leur dépendance aux générateurs et les petites entreprises gagneraient en continuité opérationnelle. Le Mali et le Niger soutiendraient publiquement cette trajectoire, y percevant la première pierre d'un pôle sahélien plus autonome. L'atmosphère intérieure deviendrait plus confiante, portée par un sentiment que les signaux logistiques se convertissent enfin en bénéfices concrets. Le pays entrerait alors dans un cycle d'amélioration progressive. Dans le pire des cas, l'absence de communication pourrait alimenter la méfiance et créer des tensions. Si le silence gouvernemental persiste tandis que les inquiétudes internationales s'intensifient, le climat diplomatique pourrait se tendre. Les discussions étrangères évoqueraient davantage un réalignement stratégique, accentuant les craintes d'un basculement difficile à contrôler. À l'intérieur, la spéculation nourrirait autant l'espoir que la nervosité. Les critiques exploiteraient le vide d'information pour questionner la nature des travaux, tandis que certains partisans y verraient une discipline stratégique assumée. L'incertitude deviendrait le moteur principal du débat public. À travers ces trois trajectoires, une recommandation de pensée s'impose. Lire les signaux, non comme des verdicts, mais comme des tendances, afin de comprendre non pas ce qui doit arriver, mais ce qui peut raisonnablement évoluer. Pour les jeunes, la transformation potentielle du paysage énergétique touche directement la manière dont ils envisagent leur avenir. Beaucoup ont grandi dans des quartiers où la lumière n'était jamais garantie, où les devoirs du soir dépendaient d'une bougie, d'un téléphone faiblement chargé ou d'un générateur capricieux. L'apparition des convois, même sans explication officielle, introduit une perspective inattendue, celle d'un environnement plus régulier, où l'apprentissage ne serait plus condamné par les coupures imprévisibles. Cette simple possibilité modifie déjà leur rapport au futur. Pour les petites et moyennes entreprises, l'enjeu est plus immédiat encore. Chaque panne représente une perte mesurable, un ralentissement coûteux, une limite imposée à toute tentative d'expansion. Les commerçants, les ateliers mécaniques, les boulangeries et les artisans vivent depuis longtemps dans une logique de survie énergétique. Les mouvements observés ne constituent pas une garantie, mais ils redéfinissent le champ du possible. S'ils aboutissent à une réduction des coupures, même modérée, l'effet sur la productivité serait immédiat et profond. Pour les services publics, la perspective change la manière de concevoir leur mission.
Les hôpitaux doivent souvent jongler entre plusieurs sources d'alimentation. Les écoles ajustent leurs horaires selon la lumière naturelle. Et les administrations locales compensent les défaillances par des solutions improvisées. Une stabilisation progressive du réseau leur permettrait de planifier, d'investir, d'élargir certains services aujourd'hui limités par l'instabilité électrique. Même sans confirmation gouvernementale, les indices accumulés invitent déjà les institutions à envisager une marge de manœuvre plus large. À travers ces trois regards, une constante apparaît. Dès qu'un pays bouge, même discrètement, ceux qui vivent ses limites quotidiennes ressentent immédiatement la portée du changement. Pour qu'une transformation énergétique prenne forme durablement, une série d'étapes coordonnées doit s'articuler avec précision, chacune dépendant de la précédente. Le fil directeur se lit en arrière-plan. Les orientations d'Ibrahim Traoré, sans être explicitement annoncées dans ce dossier, fournissent un cadre interprétatif structurant pour comprendre la cohérence des gestes observés. La première étape consistera à renforcer les infrastructures existantes pour réduire les pannes. Les équipes volées techniques doivent renforcer les lignes fragiles, sécuriser les sous-stations exposées et réduire les pannes dans des zones pilotes. Cette phase crée le socle minimal sur lequel toute infrastructure lourde peut se greffer. Elle se mesure par une baisse progressive des interruptions non planifiées. Ensuite, il sera crucial de sécuriser les zones sensibles et de les préparer pour les futures améliorations. Les sites où les convois ont été aperçus doivent être structurés, sécurisés, organisés avec un contrôle d'accès clair. Cette étape garantit la continuité des opérations sans nécessité de communication officielle. Un périmètre stable devient un indicateur discret mais essentiel. Une coordination étroite avec les partenaires techniques sera nécessaire pour une mise en œuvre efficace. Les partenaires techniques déjà mentionnés dans les accords énergétiques doivent harmoniser leur calendrier avec les capacités locales. Cette coordination permet d'éviter les décalages logistiques et d'assurer que chaque fondation identifiée s'inscrive dans un cadre opérationnel viable. Enfin, il sera important de préparer les institutions et la société à l'utilisation d'une énergie plus stable. Les services publics, les collectivités et les structures éducatives doivent anticiper l'usage d'une énergie plus régulière. Cette préparation se traduit par des plans de continuité, des investissements ciblés et des ajustements organisationnels. À travers ces étapes, une logique commune apparaît. Un pays ne bascule pas par annonce, mais par séquences cohérentes, et les signaux alignés autour des choix d'Ibrahim Traoré laissent entrevoir une trajectoire déjà en mouvement. Les gestes ayant silencieux qui traversent aujourd'hui le Burkina Faso résonnent encore dans les récits du technicien et de la commerçante qui, les premiers, ont perçu une fissure dans la routine des coupures. Leur regard, intensément ancré dans la vie quotidienne, rappelle que les grandes transformations commencent souvent par des signes discrets observés avant d'être annoncés. Les convois, filmés presque par hasard, sont devenus pour eux des indices d'un possible renversement du cours habituel des choses. Dans cette dynamique, la présence d'Ibrahim Traoré agit comme un repère symbolique. Ses déclarations passées sur la souveraineté technologique et son silence actuel dessinent une tension qui nourrit autant l'espoir que la prudence. Les citoyens se trouvent ainsi au seuil d'un moment charnière où la perception d'un avenir plus stable prend la forme d'un récit partagé, encore fragile mais déjà porteur. Le pays avance avec la conscience que les certitudes manquent, mais que les signaux existent. Chacun observe, compare, interprète. Et au cœur de cette attente, une idée persiste. Les petits indices déplacent parfois de grandes trajectoires. Les signes qui émergent aujourd'hui ne racontent pas seulement une possible évolution énergétique. Ils révèlent la manière dont une société se projette collectivement,
entre vigilance, curiosité et besoin de comprendre ce qui façonne son avenir. Les habitants qui filment les convois, ceux qui commentent donc les images ou partagent leurs doutes, participent déjà à un espace public plus conscient de ses propres enjeux. Cette dynamique discrète crée un terrain favorable à un dialogue plus ouvert, où chacun peut contribuer à interpréter les signaux, à questionner les choix et à imaginer ce que pourrait devenir le pays dans les prochaines années. Dans cette perspective, l'important n'est pas seulement de suivre les mouvements, mais d'examiner ce qu'ils inspirent. Une capacité à se réunir, à débattre sans certitude, à relier les expériences quotidiennes aux grandes orientations en construction. La transition énergétique n'est jamais purement technique. Elle devient sociale dès lors qu'elle mobilise les regards, les mots et les attentes. Alors, selon vous, quelle forme devrait prendre l'avenir énergétique du Burkina Faso?